Quand un homme est prêt à offrir une partie de son propre corps pour de l'argent, ce n'est plus de l'ambition. C'est un aveu. Un aveu que la pauvreté a déjà gagné, qu'elle a broyé la dignité, vidé l'espoir et laissé derrière elle un être prêt à tout. Je m'appelle Samuel, j'ai 35 ans. Et si aujourd'hui je raconte mon histoire, ce n'est pas pour être plaint, ni pour être jugé. C'est pour prévenir. Parce que certains chemins ne se ferment jamais vraiment, même quand on croit être arrivé. Avant tout ça, j'étais mécanicien. Pas un bricoleur du dimanche, un vrai. Moteur diesel, camion, tracteur, engin de chantier. Je pouvais écouter un moteur tourner et savoir exactement ce qui n'allait pas. C'était mon talent, ma fierté. Mais le talent ne nourrit pas toujours son homme. Alors, comme beaucoup d'autres, j'ai quitté mon pays. Avec une valise légère, un cœur lourd et l'espoir naïf que le travail honnête suffirait. Quand je suis arrivé à l'étranger, la réalité m'a frappé comme une porte en pleine figure. Pas de papier, pas de permis, pas d'existence officielle. Et sans existence, pas de métier. Peu importe ce que je savais faire, peu importe mon expérience. Aux yeux de ce pays, je n'étais personne. Alors j'ai accepté ce qui restait. Une ferme. Le travail était brutal. Se lever avant le soleil, nourrir les bêtes, labourer les champs, réparer des machines fatiguées avec des outils cassés. Je travaillais jusqu'à ce que mes mains tremblent, jusqu'à ce que mon dos brûle. Invisible, remplaçable, silencieux. Mais un jour, le propriétaire a remarqué quelque chose. « C'est toi qui as réparé le moteur du tracteur ?» J'ai hoché la tête. Il m'a observé longuement. « Tu sais travailler sur du diesel lourd ?» C'était comme entendre une bouée tomber à l'eau. Il avait un contrat avec une mine locale. Il avait besoin de quelqu'un comme moi. Il m'a proposé de me former. J'ai accepté sans réfléchir. Pour la première fois depuis longtemps, je me suis senti vivant. Les énormes machines de la mine, la précision, la responsabilité. C'était dur, épuisant. Mais c'était mon métier. Je pensais que le pire était derrière moi. Je me trompais. Parce que même quand tu travailles dans une mine, quand tu n'as pas de papier, tu restes un étranger. Mon salaire était ridicule, moins de la moitié de celui des autres. Même travail, mêmes horaires, mêmes risques, mais pas les mêmes droits. Chaque fin de mois, je choisissais. Manger correctement ou économiser pour survivre à un imprévu. Les autres parlaient d'avenir, moi, je parlais de lendemain. Le pire, c'était les nuits. « Trouve un coin pour dormir », me disait-on. Un arrêt de camion, une station-service, pas besoin de gaspiller l'argent. Pas de logement, pas de lit. Je dormais sous des camions, sur du carton. Assis, parfois, toute la nuit. À écouter les bruits, à guetter le danger. Quand je me plaignais, on me coupait la parole. « Tu n'es qu'un ouvrier agricole. Comment veux-tu être payé comme un mineur ? Et puis sans papier, comment on te verse plus ?» Comme si l'injustice devenait logique dès qu'on la répétait assez. Un soir, assis seul sous un arbre, j'ai compris quelque chose. Ce pays ne voulait pas de moi. Pas vraiment. Alors j'ai arrêté. Quelque temps plus tard, j'ai trouvé un autre travail dans la même ville. Un garage, tenu par un homme d'origine nigériane. Au début, l'argent semblait correct, pas riche, mais respirable. Je ne posais pas de questions. J'aurais dû. Très vite, j'ai compris. Ce n'était pas un garage, c'était un atelier clandestin. Les voitures arrivaient la nuit, disparaissaient à l'aube. Démontées, transformées, effacées. Un véhicule volé devenait méconnaissable en quelques heures. Mon ventre s'est noué. Je n'étais pas un criminel, je ne voulais pas le devenir. Mais ce n'était que le début. Parce que cet homme ne réparait pas seulement des voitures, il manipulait autre chose.
Dans son bureau, il y avait des objets que je ne pouvais pas nommer. Des gris-gris, des fétiches, des symboles qui donnaient froid sans raison. Et un soir, la police est arrivée. Il y a des endroits où la police vient, mais ne voit rien. Ce soir-là, j'ai compris que la peur pouvait changer de camp, et que certains hommes ne se cachent pas de la loi. Ils la tiennent simplement par la main. Les sirènes ne criaient pas. Elles chuchotaient. Plusieurs véhicules se sont arrêtés devant le garage, moteur encore chaud. Des policiers sont descendus, l'air sérieux, les regards méfiants. Mon cœur battait si fort que j'avais l'impression qu'il allait trahir ma cachette. Cette nuit-là, un Toyota flambant neuf venait d'arriver. Trop propre, trop parfait. Même sans plaque, je savais qu'il était volé. Un officier a pointé la voiture du doigt. Les papiers de ce véhicule. Le silence est tombé. Je me suis dit, c'est fini, cette fois c'est fini. Mais l'homme pour qui je travaillais n'a pas paniqué. Il a souri. Un sourire lent, calme, presque tendre. Il s'est approché de l'officier, lui a serré la main et a posé l'autre main sur son épaule. Un geste banal. Et pourtant, j'ai vu le regard du policier changer. Ses épaules se sont affaissées. Il a bâillé, comme si une fatigue brutale venait de le frapper. « Ah, officier, » dit calmement mon patron. « Venez donc dans mon bureau, on va éclaircir tout ça. » Ils sont entrés. Quelques minutes plus tard, les policiers sont ressortis. Ils riaient, ils plaisantaient. Le Toyota n'existait plus à leurs yeux. Ils sont repartis sans poser une seule question. Ce n'était pas la première fois. J'ai compris que chaque visite se terminait ainsi. Une poignée de main, une main sur l'épaule, puis l'oubli. Ce jour-là, quelque chose s'est brisé en moi. Ce n'était plus seulement illégal, ce n'était plus seulement dangereux. C'était autre chose. J'ai quitté ce garage peu après. Sans bruit, sans adieu. Je savais que rester, c'était vendre plus que mon travail. C'était vendre mon âme par petites portions. Fatigué, épuisé, brisé. Je me suis dit qu'il valait mieux rentrer chez moi pauvre que mourir riche ailleurs. Je suis rentré. De retour au pays, j'ai ouvert un petit garage. Rien de luxueux, mais honnête. Mes outils, mes mains, ma liberté. Je réparais des voitures, je gagnais peu, mais je dormais tranquille. Jusqu'au jour où le passé m'a rattrapé sous une autre forme. Un ancien camarade d'université est passé me voir. Il avait changé. Ses vêtements, sa façon de parler, son assurance. Il vivait désormais en Europe. Je l'ai regardé sans réfléchir et j'ai lâché « Tu as de la chance ». Il a souri. « Ce n'est pas de la chance, mon frère. Je me suis marié là-bas. Maintenant, je suis résident. » Puis, avant de partir, il a ajouté « Je vais t'aider ». Le lendemain, il est repassé au garage, mais je n'étais pas là. Quand j'ai appris qu'il était venu, j'ai essayé de l'appeler. Trop tard, il était déjà reparti. Plus tard, il m'a envoyé un message, un numéro WhatsApp. « Parle à ce vieil homme, c'est lui qui m'a aidé. Mais dis-lui bien que c'est moi qui t'ai donné son contact. » Le vieil homme m'a reçu sans sourire. Il m'a regardé longtemps, trop longtemps. Puis il a annoncé le prix. 3 millions. J'ai cru à une blague. J'ai failli rire. 3 millions de quoi? Il n'a pas ri. 3 millions, point. Voyant mon choc, il a ajouté plus lentement « Si tu n'as pas l'argent, je peux parler à un ami. Il cherche un organe humain. » Le mot est tombé comme un coup de machette. Un organe? Il m'a regardé sans émotion. Tu es un homme. Trouve une solution. Ou sois prêt à échanger une partie de ton corps contre la richesse. J'ai senti quelque chose céder en moi. La honte, la peur, la dignité. Dans un souffle de désespoir absolu, j'ai dit n'importe quoi. Tu peux même prendre ce que tu veux. Le silence a été lourd. Très lourd. Il m'a observé longtemps.
Puis il a dit « Va réfléchir ». Mais réfléchir à quoi? Qu'avais-je encore à perdre? Cette nuit-là, je n'ai pas dormi. J'ai pensé à la pauvreté, à l'humiliation, aux nuits sous les camions, à tout ce que j'avais déjà perdu. Et j'ai fait le pire raisonnement de ma vie. Il y a des décisions qui ne laissent aucune trace visible. Et puis, il y a celles qui marquent la chair, à jamais. Cette nuit-là, je n'ai pas réfléchi comme un homme libre. J'ai réfléchi comme un homme acculé. La pauvreté avait déjà mangé tout ce qui faisait de moi un être humain normal. Il ne restait plus qu'un corps fatigué et une idée fixe, sortir de l'enfer. Le vieil homme m'a reçu à l'aube, sans salutation, sans question. Il savait pourquoi j'étais revenu. Il a sorti des sachets d'herbes séchées, des poudres sombres, des aiguilles fines comme des épines. Chaque richesse a un poids, a-t-il dit. Le tien sera porté par ta chair. Il m'a demandé de choisir. Pas si je voulais sacrifier, mais quoi? J'ai regardé mes mains, mon bras gauche. Je suis droitier, je pourrais encore travailler. C'est ce que je me suis dit pour me convaincre que ce n'était pas une folie. Celui-là, ai-je murmuré. Il a hoché la tête. Aucun jugement, aucune pitié. On m'a fait boire une décoction épaisse, amère, brûlante. Puis les aiguilles sont entrées dans mon bras. Pas une, pas deux, des dizaines. Je n'ai pas crié. Je ne sais même pas pourquoi. Quand je suis rentré chez moi, la douleur était encore supportable. Mais la nuit m'a appris ce qu'était vraiment la souffrance. Au réveil, une démangeaison a commencé. Pas sur la peau, à l'intérieur, sous la chair. Comme si quelque chose voulait sortir. Je me grattais. Encore. Encore. Chaque frottement arrachait un peu de peau. Et pourtant, le soulagement ne durait jamais. C'était pire ensuite, plus fort, plus urgent. J'ai essayé d'arrêter. Mon corps ne m'obéissait plus. J'ai pris un bâton, j'ai frotté. La peau s'ouvrait, la chair apparaissait. Je voyais mes veines. Mais je continuais. Une force étrangère me guidait. Je n'avais plus peur, seulement besoin. La douleur était insupportable, mais chaque vague de douleur était suivie d'une démangeaison encore plus violente. Un cercle infernal, jusqu'au moment où une décharge fulgurante a traversé tout mon corps. Ma vision s'est assombrie. Je me suis effondré. Quand j'ai ouvert les yeux, je n'ai rien senti. Pas de douleur. Pas de bras. Un bandage épais montait jusqu'à mon épaule. J'ai compris sans qu'on me dise un mot. Le sacrifice était accompli. À l'hôpital, les voix étaient lointaines. Les médecins parlaient. Je ne comprenais rien. Le monde réel semblait irréel. De temps en temps, quelqu'un venait me faire boire des potions. Elles calmaient la douleur, mais pas le vide. Un mois est passé. Puis 2. Puis la vie a repris. Avec un bras en moins. Mais autre chose en plus. L'argent est arrivé. Pas en une fois. Petit à petit. Des opportunités inattendues, des clients importants, des contrats. Mon garage a grandi. Trop vite. Trop facilement. Mais je ne posais pas de questions. Je n'en avais plus le luxe. Aujourd'hui, j'ai de l'argent, des employés, du respect.
Mais ce que personne ne sait, c'est que derrière une porte fermée de ma chambre se trouve un autel, un endroit sacré. Et ma chair n'a pas disparu. Elle travaille encore. L'argent ne fait pas de bruit quand il arrive. Il glisse, il s'installe. Il fait croire qu'il a toujours été là. Mais quand il vient d'un endroit interdit, il respire. Mon garage est devenu prospère. Employés payés à temps, clients fidèles, machines neuves. On me félicitait. On me prenait pour un exemple. Un homme courageux, un survivant. Personne ne savait. Derrière une porte toujours fermée, dans ma chambre, il y a un autel. Un petit espace, sans fenêtre. Des symboles tracés à même le sol. Des os polis par le temps. Et un récipient contenant ce qu'il reste de mon bras. La nuit, quand les affaires ralentissent, je n'appelle pas un comptable. Je m'agenouille. Je parle. Pas comme on prie Dieu. Je parle comme un serviteur parle à son maître. Je ne lève pas la voix. Je ne demande pas. J'explique. Ensuite, je prends un poulet vivant. Je le sacrifie lentement. Je plume chaque plume à la main, une par une. Le sang coule. Je dépose le corps sur l'autel. J'éteins la lumière et je sors. Le matin, le poulet a disparu. Pas une plume, pas un os. À la place, des liasses de billets, toujours propres, toujours neuves, empilées avec soin. Je ne panique plus quand l'argent manque. Je sais quoi faire. Mais parfois, la nuit, j'entends des pas, un frottement, comme si quelque chose rampait vers la porte. J'ai des rêves étranges. Je me vois avec 2 bras, mais l'autre n'est pas humain. Il bouge seul, il gratte, il réclame. Je profite de la vie, je mange bien, je voyage, mais je n'ai jamais retrouvé la paix. Parce qu'un sacrifice n'est jamais un échange, c'est un engagement. J'ai relu un jour un passage de la Bible. Si ta main te fait tomber, coupe-la. J'ai cru comprendre, mais j'ai compris trop tard. Ce n'était pas une invitation au sacrifice, c'était un avertissement. La richesse née du sang n'apporte jamais le repos. Elle ne fait que déplacer la souffrance. Et un jour, elle réclame encore. Si tu écoutes cette histoire, ne te laisse pas séduire. La vraie richesse ne saigne pas. Elle ne murmure pas la nuit. Elle ne réclame rien de ton corps. Malheur à ceux qui tombent dans les pièges. Et que Dieu nous accorde la grâce de comprendre avant qu'il ne soit trop tard. Fin. Si cette histoire t'a marqué, souviens-toi, certains prix sont trop élevés, même pour l'or.